La route est la première cause de mortalité pour les 15-24 ans. Et pourtant, de nombreux jeunes continuent à avoir des comportements à risque. Non-respect du code de la route, inattention ou imprudence. Que risque-t-il en cas d'infraction? Pour en savoir plus, nous recevons Maître Dominique Mani, avocat du barreau de Mâcon. Bonjour Maître. Bonjour à vous. Sur la route, il y a 3 types d'infractions. Les contraventions, les délits et les crimes. Pouvez-vous nous expliquer la différence? Alors, ce sont 3 types d'infractions bien distincts. Les contraventions, les délits et les crimes sont les 3 types d'infractions punis par une sanction pénale. Une sanction pénale, ça peut être une amende, de la prison, ça peut être aussi une mesure d'obligation de soins. La principale différence se trouve au niveau de la gravité de l'acte et des sanctions qui sont encourues. La contravention, c'est la sanction la moins grave et c'est l'acte le moins grave. Vous ne risquez pour une contravention qu'une amende. Pour le délit, c'est le niveau intermédiaire. Là, vous comparaissez devant le tribunal correctionnel et vous pouvez risquer une peine d'emprisonnement jusqu'à 10 années. Au-delà, ce sont les crimes, le niveau le plus grave, vous risquez la cour d'assises. Alors, en ce qui concerne les contraventions routières, c'est par exemple les petits excès de vitesse de moins de 50 km/h par rapport à la vitesse autorisée. C'est quand on franchit une ligne continue, même à scooter, le non-port du casque, le non-port de la ceinture de sécurité, l'absence d'équipement obligatoire, même l'absence de sonnette sur le vélo, ça peut aussi vous valoir une amende. Absence d'éclairage, un feu rouge grillé, un stationnement dangereux ou abusif, le non-paiement du stationnement, tout ça, c'est de la contravention et ça vous vaut une amende. Après, vous avez les délits. Alors les délits, c'est ce qu'il y a un peu plus grave. C'est des excès de vitesse supérieurs ou égales à 50 km/h par rapport à la vitesse autorisée. Vous avez aussi la conduite sous l'empire alcoolique ou les stupéfiants. Vous avez la conduite sans permis, la conduite sans assurance, le refus d'obtempérer, l'homicide et les blessures involontaires, plus exactement l'homicide routier, puisque ça a changé de nom, tout simplement parce que les victimes, on leur dit « votre proche a été victime de quelqu'un qui l'a tué » et on vous dit « c'est un homicide involontaire ». Et les victimes disaient « oui, mais il a bien voulu quand même prendre sa voiture, rouler à 150 et l'emplafonner ». Donc effectivement, le côté involontaire blessait beaucoup les victimes, faisait un peu tiquer. Donc maintenant, on appelle ça un homicide routier. Mais cela reste un délit. Normalement, un homicide, c'est un crime. On va devant la cour d'assises. Eh bien, pour le routier, ça reste un délit. Alors, les crimes routiers, ça n'existe pas en tant que tel. Le seul cas où pourrait y avoir ce genre de choses, c'est par exemple, vous êtes un gangster en cavale et vous voyez un gendarme qui vous barre la route et vous l'écrasez volontairement. Là, vous passerez aux assises. Mais le côté routier est secondaire par rapport à l'acte que vous aurez commis. Les infractions sont le comportement interdit par la loi et elles peuvent conduire à une sanction. En matière de délinquance routière, que prend-on en compte pour établir les responsabilités des jeunes et notamment des mineurs? Alors, un mineur qui commet une infraction en conflit avec la loi voit sa responsabilité pénale engagée. Toutefois, son âge et sa capacité de discernement sont importants. Il faut savoir que la justice considère qu'un mineur de moins de 13 ans n'est pas capable de comprendre la réalité de son acte et de comprendre une sanction qui lui serait posée. Donc on a ce qu'il appelle une présomption de non-discernement. Toutefois, il est possible de prouver qu'un mineur qui a par exemple 12 ans, qui est proche de la limite des 13 ans, a pu avoir conscience de son acte et dans ce cas, sa responsabilité pénale est engagée. Alors comment on fait pour savoir qu'un mineur de 12 ans, finalement, est plus grand que son âge légal? Eh bien, vous avez des psychologues qui étudie le mineur, vous avez le juge des enfants qui peut se faire une opinion en disant, en discutant avec ce jeune, je me rends compte qu'effectivement il a 12 ans, mais qu'il peut être accessible à une sanction pénale parce qu'il a une certaine maturité. On peut échanger avec les parents qui peuvent donner des informations précieuses pour savoir si, bien que vous n'ayez pas encore 13 ans, vous puissiez être poursuivi au pénal pour les actes que vous avez commis. Quand on cause des dommages à quelqu'un, on doit les réparer. Dans quel cas les parents peuvent-ils être tenus responsables des actes de leur enfant ? Il faut savoir une chose, c'est que vos parents ne sont jamais tenus responsables pénalement de vos actes. C'est-à-dire que si vous faites quelque chose, vous faites quelque chose sur la route par exemple, vous avez un gros excès de vitesse parce que vous avez volé la voiture des parents, vous blessez quelqu'un, vous volez dans un magasin, vos parents, ils vont pas aller en prison à votre place. Donc, il n'y a pas de responsabilité pénale.
En revanche, il y a ce qu'on appelle une responsabilité civile, c'est-à-dire que vos parents vont devoir rembourser les victimes. Ils vont payer à votre place. Il y a aussi une possibilité, c'est que vos parents soient poursuivis, mais pour une infraction qui les concerne eux personnellement. C'est un article du Code pénal qui est l'article 227-17, c'est-à-dire qu'ils se sont soumis à leurs obligations légales en compromettant votre santé, votre sécurité, votre moralité, votre éducation. C'est le cas typique, par exemple, des parents qui n'éduquent absolument pas leurs enfants, qui ne les surveillent pas, et puis ils acceptent que leur enfant parte à minuit avec la voiture alors qu'il n'a pas le permis, et que effectivement il cause un accident à cause de ça. Donc on peut considérer que ce sont des parents totalement irresponsables, et dans ce cas, ils peuvent être eux condamnés pour leur irresponsabilité. Si on provoque un accident, on peut avoir peur et prendre la fuite. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi c'est une mauvaise idée ? C'est une mauvaise idée parce que vous risquez d'être poursuivi pour délit de fuite. C'est un délit qui est propre aux accidents de la route. C'est un article du Code de la route et un article du Code pénal, le 434-10 du Code pénal. C'est le fait de tout conducteur. Ça peut être aussi bien d'une voiture, d'un vélo, d'un scooter, mais aussi d'un bateau, par exemple, qui vient de causer un accident, de ne pas s'arrêter et de tenter d'échapper à sa responsabilité pénale ou civile qu'il peut avoir encourue. Alors vous avez un article du Code de la route, qui est l'article R231-1, qui vous donne la conduite à tenir quand vous avez un accident. Vous devez vous arrêter dès que possible, sans créer de danger pour la circulation. En cas de dégâts matériels, vous devez communiquer les coordonnées aux autres personnes impliquées. Et s'il y a des dommages corporels, c'est-à-dire des personnes blessées, vous devez avertir la police ou la gendarmerie. Vous pouvez leur communiquer vos coordonnées et vous évitez, bien sûr, de modifier la scène de l'accident. Si vous ne faites pas ces choses-là, si vous commettez un accident et que vous partez, vous commettez un délit de fuite et c'est un délit très grave. Quand un jeune commet un délit ou un crime, la justice cherche à lui faire comprendre la gravité de son acte tout en protégeant la société. Comment sont décidées les sanctions ? Alors déjà, les sanctions, elles sont votées au Parlement. Ce sont les parlementaires, les députés, après ça passe au Sénat, ça revient après à l'Assemblée nationale, qui votent les lois qui prévoient les sanctions. Après, une fois qu'elles sont votées, il faut les appliquer. Et à ce moment-là, c'est le juge des enfants ou le tribunal pour enfants, quand c'est un peu plus grave, qui vont décider des sanctions. On a ce qu'on appelle en France la personnalisation de la peine. C'est-à-dire qu'on ne vous juge pas par rapport à un fait, on ne dit pas, par exemple, un grand excès de vitesse, ce sera 2 mois de prison avec sursis, et puis c'est tout. Non, sinon on n'aurait pas besoin de juge ni d'avocat, il y aurait une machine qui vous dirait, vous avez fait ça, vous avez tant. On a ce qu'on appelle la personnalisation de la peine. C'est-à-dire que c'est en fonction de vous. Est-ce que c'est la première fois qu'on vous voit devant un tribunal ? Est-ce que vous avez exprimé des regrets, des remords ? Comment vous vous comportez ? Quelle serait la peine la plus adaptée ? Et c'est le juge qui décide. Et en matière de justice des mineurs, on privilégie au répressif l'éducatif. C'est-à-dire qu'avant tout, on essaye de voir comment vous faire prendre conscience de la gravité de votre acte, comment vous pouvez le réparer, et comment, effectivement, on peut vous accompagner d'un point de vue éducatif pour que ça ne se reproduise plus. Les mineurs se pensent parfois intouchables. Quelles sont les sanctions les plus graves qui peuvent leur être données et pour quel type d'infraction routière ? Alors effectivement, vous avez raison de dire que les mineurs souvent se sentent intouchables. Quand on est jeune, on croit qu'on peut tout faire, on n'a pas trop conscience du danger. Parfois, on est un peu trop enthousiaste. Et quand on est un peu trop enthousiaste, on s'expose à des dangers. Alors la sanction la plus grave pour un mineur, ça dépend de la gravité de l'infraction commise et de son impact sur les sociétés. Vous avez des délits mineurs qui peuvent entraîner des sanctions allant de l'amende jusqu'à l'emprisonnement. La peine la plus grave que vous pouvez avoir, c'est 10 ans d'emprisonnement. Si vous êtes mineur, vous risquez la moitié, mais si l'excuse de minorité n'est pas retenue, ça peut arriver quand vous avez par exemple 17 ans et qu'on considère que effectivement, même si vous êtes mineur, on peut vous juger et vous condamner comme un majeur. À ce moment-là, vous risquez la totalité de la peine, c'est-à-dire que vous encourez 10 ans. Le juge a toute latitude pour apprécier de savoir s'il retient ou non l'excuse de minorité. Et il a toute attitude pour apprécier effectivement quelle peine va vous être infligée. Votre peine dépendra aussi de votre parcours judiciaire. Si c'est la première fois que vous venez devant un juge et que les faits sont pas trop graves, vous aurez peut-être un avertissement, vous aurez une sanction, quelque chose de tourné vers l'éducatif plutôt. Mais si c'est la 5e fois ou 6e fois que le juge vous voit, là, je pense que vous risquez beaucoup. En tant qu'avocat, vous pouvez être amené à défendre des personnes qui ont commis des actes graves, comme la conduite en état d'ivresse ou sous stupéfiant. Comment faites-vous ?
Eh bien, comment je fais? Déjà, je ne suis pas juge. C'est-à-dire que j'ai quelqu'un devant moi, je ne suis pas là pour lui faire la morale. Je ne suis pas là pour dire, moi, j'aurais bien envie qu'il prenne le maximum. Moi, je regarde déjà si les droits de la personne ont été respectés et si la procédure est régulière. C'est mon premier rôle d'avocat. Personne ne doit être jugé et condamné avec une procédure qui serait irrégulière. Par exemple, on vous a entendu au commissariat ou en gendarmerie sans avertir vos parents, par exemple, alors que vous êtes mineur. Ce sont des faits qui peuvent annuler la procédure. Donc mon rôle, c'est de vérifier que vos droits sont bien respectés. Et puis après, en ce qui concerne effectivement le fait de traiter ces cas de conduite en état d'ivresse ou de stupéfiants, je plaide des peines adaptées, un sursis probatoire. En général, quand vous avez des personnes qui conduisent en état d'ivresse ou sous stupéfiants, ce sont des personnes qui ont besoin d'être accompagnées psychologiquement pour faire tomber leur addiction à l'alcool ou à la drogue. Donc, ce que je plaide souvent, c'est de dire ne le mettez pas en prison, mais ordonnez qu'il ait un suivi médical, psychologique, régulier pendant un certain temps. Et si jamais il manque à ce suivi, effectivement, là, il pourra avoir une peine plus ferme. Les jeunes qui doivent passer au tribunal doivent être très angoissés. Comment arrivez-vous à les rassurer? Mon rôle, c'est aussi de faire comprendre aux jeunes qu'il y a une gravité de leur acte. C'est-à-dire que j'essaye de leur faire prendre conscience. Je vais pas arriver en leur disant « Allez, c'est cool, tout va bien, il n'y a pas de problème les jeunes, c'est pas grave ». Ça, c'est la première des choses. Je leur dis ce qu'ils risquent. Je leur dis comment ça va se passer, ce que je vais demander et pourquoi je vais le demander pour eux. Parce qu'il n'y a rien de plus angoissant pour un jeune comme pour un moins jeune de ne pas savoir, d'être dans l'incertitude de comment la procédure va se passer et de ce qu'on risque. Alors, mon rôle, c'est de conseiller, de renseigner et d'accompagner. Ce sera jamais de minimiser. Un avocat doit être honnête et loyal, ce qui n'est pas toujours simple. Comment réagissez-vous si vous êtes menacé ou violenté ? C'est très simple d'être honnête et loyal, on devrait tous l'être d'ailleurs. Mais effectivement, j'ai déjà été menacé, ça m'est arrivé dans un dossier où en fait on essayait d'atteindre ma cliente par mon intermédiaire, puisque j'avais une cliente qui avait dénoncé des faits et que comme elle était sortie de prison, on ne pouvait plus la tabasser en prison. Et puis la seule personne qui restait, c'était l'avocat. Et donc j'ai reçu des mots pas très sympathiques dans ma boîte aux lettres, qui m'ont fait très peur parce qu'en plus c'était même pas envoyé par la poste, c'était déposé dans la boîte aux lettres. Donc je me suis dit, il y a quand même des gens qui sont capables de venir jusque devant mon palier pour mettre des horreurs dans ma boîte aux lettres. Et donc, effectivement, j'ai porté plainte. On porte plainte systématiquement, on ne laisse rien passer. Je veux dire concrètement, la personne qui vous fait ça, si elle voit qu'il n'y a pas de conséquences, eh bien elle recommencera. Elle se dira, c'est un faible, on peut y aller, c'est open bar, et puis demain, ce sera pas les petits mots dans la boîte aux lettres, ce sera autre chose. Donc effectivement, on doit toujours, quand on est menacé ou violenté, j'ai jamais été, Dieu merci, mais en tout état de cause, quand on est menacé, on doit toujours avoir ce réflexe de porter plainte. C'est très important. Vous pouvez également représenter des victimes de la route. Quelle est votre stratégie pour qu'elles soient indemnisées au mieux suite au traumatisme qu'elles ont vécu ? Alors vous avez vraiment raison de souligner que l'avocat, il n'est pas seulement à côté de l'auteur de l'infraction, mais il est aussi aux côtés des victimes. Alors je n'ai pas de stratégie particulière, c'est du médical, c'est du technique. Je ne dirai jamais à un client qui est victime d'un accident de faire semblant d'avoir mal ou d'accentuer ses blessures pour avoir plus d'argent. J'essaie de collecter un maximum d'éléments pour convaincre les juges de ne rien oublier. Parce que quand vous êtes victime d'un accident, ça peut avoir des conséquences sur votre vie, des conséquences médicales. Donc là, vous demandez le dossier médical, vous regardez combien de temps la personne est allée en hôpital, si elle a eu la rééducation, et puis vous vous posez aussi des questions à votre client en disant, est-ce que par exemple, vous aviez des loisirs que vous ne pouvez plus faire? Vos cicatrices, elles font quelle taille? Est-ce qu'elles sont très importantes? C'est un préjudice esthétique, par exemple. Donc vous avez plusieurs sortes de préjudices. Donc à moi de poser les bonnes questions pour que rien ne soit oublié et pour pas qu'on arrive avec une condamnation, avec des indemnités en faveur de mon client et que après avoir les indemnités, ils disent au fait, j'ai oublié de vous dire, mais effectivement, j'ai eu aussi tel problème, c'est-à-dire que maintenant je peux plus m'habiller tout seul ou je peux plus faire mes courses ou j'étais champion de foot et je peux plus faire de foot. Tout ça, je dois y penser avant pour qu'on ait une vision la plus complète possible de tout le mal qu'on a fait à mon client et de tout ce qui doit être réparé. Quand vous défendez un mineur, quelle est votre relation avec ses parents ? Alors, mes relations avec ses parents, déjà, c'est une question de responsabilisation. Parfois, j'ai des parents qui ne comprennent pas pourquoi leur enfant mineur va passer devant un juge et qui minimisent en disant « Oh effectivement, il a tapé un camarade, mais c'est pas grave, c'est l'autre qui l'a cherché », par exemple.
J'ai eu ça. J'ai eu ça aussi sur des problèmes de viol, où vous aviez les parents du violeur qui disaient « Ah mais oui, mais c'est la fille qui l'a bien cherché, etc. Celle-là, de toute façon, elle en veut à mon fils pour telle ou telle raison, et c'est pas vrai. » Donc je les responsabilise et je leur dis « Écoutez, mettez-vous un peu à la place de la victime. » Ça, c'est la première chose. Après, une fois qu'on est sur la même longueur d'onde avec les parents, je les rassure tout en leur faisant prendre conscience qu'ils n'ont pas été à la hauteur et j'essaye de trouver des solutions. Alors, j'ai un cas qui m'est arrivé récemment. J'étais devant le juge des enfants, on devait prendre des mesures éducatives pour un jeune qui avait été signalé parce qu'il était déscolarisé. Donc à 15 ans, normalement vous devez aller à l'école jusqu'à vos 16 ans. Et puis il restait dans sa chambre, il faisait que des jeux vidéo toute la journée. Il sortait même pas pour manger. Les parents lui apportaient sa nourriture devant la porte de la chambre. Il la prenait, il mangeait. Quand il fallait discuter avec lui, son père devait jouer aux jeux vidéo à ses côtés pour pouvoir lui dire 2 mots. Et donc, il n'était pas venu alors qu'il était convoqué devant le juge. Et là, excusez-moi l'expression, mais j'ai pété un câble. Et j'ai dit aux parents, devant le juge, devant le greffier, devant tout le monde, écoutez, ça suffit, maintenant vous allez me le chercher par la peau du dos, parce que vous vous rendez compte, vous êtes en train de gâcher votre fils. Comment vous pouvez tolérer ça? Qu'est-ce qu'il va faire plus tard dans la vie? Il est reclus dans sa chambre. Comment vous avez pu un jour accepter de lui apporter à manger dans sa chambre sans qu'il en sorte, qu'il vienne plus à table, qu'il ne parle plus, et qu'il soit dans le virtuel, y compris la nuit? Eh bien, les parents, après, m'ont remercié parce que le jeune, effectivement, est venu et ça a permis un peu de libérer les choses. Et grâce à ce que je leur avais dit et au fait qu'ils avaient réagi en allant chercher leur enfant, l'enfant n'a pas été placé. Sinon, il allait en famille d'accueil ou en foyer. On disait aux parents, vous perdez la garde de votre enfant parce que vous n'êtes pas capable de lui donner des bonnes valeurs éducatives. Donc, effectivement, j'essaie de trouver des solutions. Parfois ça marche, parfois ça ne marche pas, mais en tout état de cause, je suis père de famille aussi, et c'est pas en tant qu'avocat, mais c'est souvent en tant que père de famille que je m'adresse aux parents que j'ai en face de moi. Pour finir, qu'auriez-vous envie de dire aux jeunes qui ont des comportements à risque sur la route? J'aurais envie de leur dire que ne gâchez pas votre vie et celle des autres. Vous savez, vous avez plein de prisons, plein d'hôpitaux, plein de cimetières qui sont remplis de gens qui ont des comportements à risque sur la route ou de leurs victimes. Ne gâchez pas votre vie, ne gâchez pas celle des autres. Je vais vous donner un exemple qui m'a beaucoup marqué. Un jour, ma mère était hospitalisée, je vais la voir et elle avait une voisine de chambre qui était une jeune fille de 17 ans. Pour ses 17 ans, elle venait d'avoir le bac et ses parents lui ont dit « Qu'est-ce qui te ferait plaisir comme cadeau pour le bac ?» Elle a dit « Je veux un scooter ». Les parents lui ont donné un scooter. Elle a fait 300 mètres avec, elle est passée sous un camion. Elle avait une jambe coupée, elle était brûlée au 3e degré. Il fallait l'anesthésier complètement, l'endormir pour lui changer ses pansements. Elle pouvait même pas supporter les draps de son lit tellement elle était brûlée, ça lui faisait mal. Et elle ne faisait que dire à ses parents « Mais pourquoi vous m'avez donné cette mini-moto-là, ce scooter-là » Et ses parents lui disaient « Mais c'est toi qui l'as voulu, c'est toi qui le voulais. » Donc effectivement, vous voyez là, responsabilité, la culpabilité qu'il pouvait y avoir chez ses parents. Et il y a aussi cette responsabilité de cette jeune fille, parce que c'était elle qui était au volant et qui est partie à fond et qui n'a pas fait 300 mètres. Donc vous voyez, vous êtes au début de votre vie. Votre vie, elle est belle. Vous avez beaucoup de choses à vivre. Vous allez peut-être vous marier, avoir des enfants, avoir un métier, faire des tas de choses. Eh bien, pensez-y à chaque fois que vous prenez la route. Si vous avez un vélo, un scooter, quoi que ce soit, vous êtes responsable de ce que vous faites et de ce que vous faites aux autres. C'est très important. Ce serait vraiment dommage de tout gâcher parce que vous avez voulu faire le kéké avec une roue arrière, vous voulez faire un rodéo pour épater les copains ou les copines. C'est vraiment ce que j'ai à vous dire. Ne gâchez pas votre vie, ne gâchez pas celle des autres, prenez la vie comme elle vient, soyez heureux de la vivre, cette vie, mais attention, surtout, soyez responsable. Merci beaucoup à Maître Dominique Magny, avocat au barreau de Mâcon, d'être venu répondre à nos questions. Cette émission a été réalisée par les élèves du Collège Condorcet de La Chapelle de Guinchay, en atelier scolaire avec Radio Aléo, dans le cadre d'un partenariat avec la préfecture de Saône-et-Loire. Vous pouvez retrouver toutes les émissions sur le site radioaléo.fr.